Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition du 5 janvier. Voici les titres de ce jour. Un homme armé d'un couteau a attaqué des passants ce vendredi dans un parc de Villejuif dans le Val-de-Marne, tuant un homme et blessant deux autres personnes avant d'être abattu par la police. Le parquet de Créteil a été saisi de l'affaire. Le mouvement social contre le projet de réforme des retraites traîne en longueur. Il affecte depuis 29 jours la circulation des trains et les transports parisiens et devient ainsi le plus long mouvement social en continu des 4 dernières décennies. Et puis pour ce premier journal de l'année 2020, nous ferons un bilan de l'actualité musicale de l'année écoulée. Quels sont les tops et les flops de 2019 ? Réponse en fin de journal. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à Villejuif ce vendredi. L'auteur radicalisé avait un passé psychiatrique comme de nombreux auteurs d'attentats récents. On fait le point sur les derniers éléments de l'enquête. À Villejuif, dans le Val-de-Marne, un homme a été abattu par des policiers ce vendredi vers 14 heures aux abords d'un parking de supermarché d'un garage automobile. La scène a été partiellement filmée par des passants. Couteau en main, vêtu d'une djellaba, le jeune homme âgé de 22 ans et originaire de la région parisienne vient quelques instants plus tôt de frapper 3 personnes dans le parc des Hautes-Bruyères et ses alentours. Nous sommes en plein cœur de Villejuif. Un quinquagénaire de cette ville a été tué en tentant de protéger des coups sa compagne. Sérieusement touchée et hospitalisée, cette dernière est désormais hors de danger. Une troisième victime, une jeune femme d'une trentaine d'années, a également été blessée moins grièvement. Au moins un témoin a raconté aux policiers sur place que l'assaillant avait crié Allahu Akbar, mais les autorités prudentes ne se sont pas avancées sur la possibilité d'une piste islamiste. Alors que l'assaillant avait semblé fouiller ses vêtements face aux policiers, les démineurs arrivés sur place peu après l'attaque n'ont pas découvert sur lui d'explosifs. Nathan C. suivait un traitement psychiatrique et avait été interné il y a quelques mois. Il n'était pas connu des services de renseignement et le parquet de Créteil a indiqué qu'il ne disposait pas d'éléments qui laisseraient supposer une radicalisation. Hier matin, le parquet antiterroriste ne s'était toujours pas saisi du dossier. Selon une source proche du dossier, plusieurs dizaines de témoins ayant croisé l'assaillant vendredi devaient être entendus. Une perquisition a été menée à son domicile familial dans le 14e arrondissement de Paris. Ces derniers mois, plusieurs attaques à l'arme blanche ont suscité des interrogations sur leur éventuel caractère terroriste. Le 13 décembre 2019, un homme armé d'un couteau avait été abattu dans le quartier de la Défense après avoir menacé des policiers. Sans domicile fixe et échappé d'un hôpital psychiatrique, il présentait plutôt un profil de marginal déséquilibré. Le 3 octobre, Michael Harpon, un informaticien de la préfecture de police de Paris, avait tué 4 fonctionnaires avec un couteau acheté le matin même. Le parquet national antiterroriste avait alors été saisi pour comprendre la radicalisation du meurtrier. Cette attaque à Villejuif intervient quasiment 5 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. Un nouveau cap symbolique a été franchi dans la grève contre la réforme des retraites. Le mouvement est entré ce jeudi dans sa 5e semaine de grève. Il est devenu le mouvement le plus long de l'histoire à la SNCF. Des bus bondés, des usagers au coude à coude, jamais les transports en France n'ont été perturbés aussi longtemps. Ce jeudi, la grève à la SNCF en est à son 29e jour. C'est plus que le bras de fer sur les salaires de l'hiver 1986-1987 qui avait duré 28 jours, et plus encore que le précédent mouvement sur les retraites de 95 qui s'était étalé sur 22 jours. Cependant, le mouvement s'essouffle. À la SNCF, le taux global de grévistes, tous métiers confondus, atteint 7% contre 56% il y a un mois. Chez les conducteurs, 34% des roulants ont débrayé le 2 janvier contre 86% au début de la contestation. En cause, le coût de la grève. Pourtant, les grévistes veulent remobiliser, notamment pour la manifestation nationale du 9 janvier. L'intersyndicale CGT, FO et FSU appelle aussi à débrayer et à manifester dans le public comme dans le privé. Et la semaine s'annonce cruciale pour trouver une sortie de crise sur la réforme des retraites. Ce lundi de rentrée de vacances de Noël est une nouvelle fois compliqué dans les transports. Voyons un peu les prévisions de trafic. Vous attendiez à une petite éclaircie sur le front des transports en région parisienne pour votre retour de vacances. Si vous prenez le métro, n'y comptez que très relativement. Comme prévu par la RATP, le trafic reste encore très perturbé dans les transports parisiens ce lundi. Seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement avec risque de saturation. Pour ce qui est des autres lignes, le trafic sera extrêmement perturbé avec des trains qui ne circuleront qu'aux heures de pointe, avec un certain nombre de stations non desservies.
Compte tenu du fort risque de saturation du réseau, la régie invite une fois encore, comme depuis le début du mouvement social, tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leur déplacement ou à privilégier un autre mode de transport. Pour les usagers de la SNCF, en revanche, il y a du mieux, notamment sur les TGV, les Ouigo ainsi que les Transiliens au départ de la gare Saint-Lazare. La SNCF prévoit un Transilien sur 2 en Ile-de-France, 6 TER sur 10, un trafic normal ou quasi normal sur pratiquement toutes les grandes destinations depuis Paris, avec 8 TGV sur 10 en moyenne, mais seulement 2 intercités sur 5. La grève à la SNCF n'a jamais été aussi longue et la situation semble figée pour au moins quelques jours encore, alors que le conflit social qui concerne aussi la RATP, les raffineries et les professions libérales entamera demain son 33e jour, soit un record historique de longueur. Les négociations entre gouvernement et syndicats ne reprendront que mardi. Des appels à manifester ou à la grève ont aussi été lancés pour les jours à venir. Dans ce contexte, voici ce qu'il faut retenir du calendrier social de la semaine à venir, qui devrait s'achever avec la présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Demain lundi, c'est au tour des avocats du barreau de Lyon d'appeler à une grève totale et générale pour protester contre la réforme de leur propre régime de retraite. Puis, de mardi à vendredi, la Fédération CGT de la chimie appelle à accentuer le blocage dans les raffineries. Pour le moment, seul le site de Grand Puy en Seine-et-Marne est totalement bloqué et plus aucun camion rempli de ce carburant n'en est sorti depuis le 5 décembre. La reprise officielle des négociations aura lieu ce même mardi 7 janvier. Si certains contacts informels entre le gouvernement et les syndicats n'ont pas été rompus pendant les vacances de Noël, ce sera ce jour-là le retour des concertations physiques et médiatisées. Plusieurs ministres concernés par le projet de réforme des retraites, dont Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et Laurent Pietraszewski, recevront dans leurs ministères respectifs les partenaires sociaux pendant plusieurs jours. Lors de ses vœux de Nouvel An, le 31 décembre, Emmanuel Macron a d'ailleurs demandé au gouvernement de trouver un compromis rapide. Ce même 7 janvier, un débat sur la réforme des retraites aura lieu au Sénat. Cela ne devrait pas empêcher l'organisation d'une nouvelle grande manifestation ce jeudi. Celle-ci avait été annoncée dès le 18 décembre par Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, rejoint par France Ouvrière, la CFE-CGC, Solidaire et FSU. En revanche, et contrairement à la dernière journée de mobilisation dans la rue du 17 décembre, la CFDT ne s'est pas jointe à ce nouvel appel à manifester. Le nombre de manifestants devait tout de même dépendre en partie de l'avancée des négociations les 7 et 8 janvier, soit la veille et l'avant-veille. Ce début d'année 2020 est aussi très chargé à l'étranger, avec tout d'abord la mort d'un général iranien en Irak par une frappe américaine, mais aussi l'attaque d'une base militaire américaine au Kenya par un groupuscule terroriste, ou encore des incendies historiques en Australie, toujours en cours. Les États-Unis et l'Iran sont engagés dans une escalade de violence inquiétante au lendemain de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par une frappe américaine. Les tensions restent vives. Ces funérailles ont débuté hier. L'élimination du chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution provoque un vif esprit de vengeance en Iran. De leur côté, les États-Unis ont justifié cette frappe en expliquant qu'une attaque contre les Américains était imminente. Une roquette de type Katyusha est en effet tombée près de l'ambassade américaine à Bagdad hier, au cœur de la zone verte, un secteur sous haute sécurité où se trouvent les principales institutions dans la capitale irakienne. Elle n'a fait aucun blessé. 2 roquettes du même modèle sont tombées le même jour sur une base aérienne abritant des forces américaines stationnées à 80 km au nord de Bagdad. Des milliers d'Irakiens ont scandé mort à l'Amérique au premier jour des funérailles du général iranien et de son bras droit, Abu Mehdi al-Muhandis, tué la veille dans un raid américain. Le premier ministre irakien a participé à ses obsèques. Les brigades du Hezbollah, la faction pro-Iran la plus radicale du Hachad al-Shabi irakien, ont appelé samedi soir les forces de sécurité irakiennes à s'éloigner d'au moins 1000 mètres de leur base, abritant des soldats américains. Un nouveau raid aérien américain a visé un commandant du Hachad al-Shabi, coalition de paramilitaires pro-Iran au nord de Bagdad, selon la télévision d'État. La coalition menée par les États-Unis dément de son côté avoir mené des frappes. Donald Trump a déclaré avoir ordonné l'élimination de Soleimani pour arrêter une guerre et non pour en commencer une, affirmant qu'une attaque contre des Américains était imminente. Téhéran a promis une dure vengeance pour la mort de son général. Elle sera menée au bon endroit et au bon moment, a ajouté l'Iran. Au Kenya, les combattants du groupe islamiste somalien des Shebab ont attaqué ce dimanche à l'aube une base militaire américaine au Kenya, à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, tuant 3 Américains.
Durant une attaque par les Shebabs, ce groupe affilié à Al-Qaïda en Afrique de l'Est, un militaire américain et deux sous-traitants du ministère de la Défense ont en effet perdu la vie, a annoncé le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, dans un communiqué. Cette opération près de l'île touristique de Lamu est la dernière en date des Shebabs au Kenya depuis que ce pays a envoyé des troupes en Somalie en 2011 pour y combattre ce groupe affilié à Al-Qaïda. Les Shebabs ajoutent que cette action s'inscrit dans le cadre de sa campagne Al-Quds, Jérusalem ne sera jamais judaïsée, évoquée pour la première fois à l'occasion d'une attaque contre le complexe hôtelier haut de gamme d'Oussit à Nairobi en janvier 2019, qui avait fait 21 morts. Dans un deuxième communiqué, le groupe islamiste a fait état de combats ayant duré 10 heures et se sont moqués de l'incapacité des États-Unis à empêcher une attaque par une poignée de musulmans déterminés. Les Shebabs ont effectué plusieurs attaques de grande ampleur à l'intérieur du pays, affirmant qu'il s'agissait de représailles face à l'envoi de soldats kenyans en Somalie en 2011 pour les combattre, ainsi que de viser des intérêts étrangers. Malgré les coûteux efforts internationaux pour les vaincre, ces rebelles islamistes ont réalisé le 28 décembre dernier l'une des opérations les plus meurtrières de la décennie en Somalie, l'explosion d'un véhicule piégé dans la capitale Mogadiscio, ayant fait 81 morts. Les attaques des Shebabs montrent leur capacité à infliger des dommages importants dans la région, malgré la perte de contrôle des principales zones urbaines de la Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes régions rurales d'où ils organisent des actions de guérilla et des attentats suicides. On estime qu'ils sont actuellement entre 5000 et 9000 combattants. Après avoir particulièrement durement frappé la Nouvelle-Galles du Sud au sud-est de la carte de l'Australie, les incendies risquent de faire des ravages plus au sud dans les heures à venir, dans l'état de Victoria. Il s'agit de l'état où se trouve la ville de Melbourne. Cette région a déjà vu 5% de sa superficie partir en fumée depuis que les feux ont démarré en septembre. À l'aube de cette nouvelle aggravation des incendies, plus de 10 millions d'hectares de végétation ont déjà brûlé depuis que les feux ont débuté dans le pays. Au moins 27 personnes sont mortes à cause des incendies et des dizaines de milliers d'autres ont reçu au cours des dernières heures un texto du gouvernement les exhortant à quitter leur domicile pour se mettre à l'abri. Après une accalmie de courte durée, grâce à la pluie ayant permis ces derniers jours une baisse de la température, on attend une nouvelle aggravation de la situation en Australie à partir du 10 janvier. Les températures vont excéder 40 degrés à nouveau, comme vous le voyez sur cette carte, renforçant les conditions propices au feu. Les incendies auraient déjà fait au moins 1,25 milliard d'animaux morts, parmi lesquels 30% de la population de koalas du sud-est du pays, ainsi que de nombreux kangourous et plusieurs espèces menacées d'extinction. L'Australie a également dû prendre la décision d'abattre 10 000 dromadaires sauvages. Selon les autorités, les dromadaires assoiffés se rapprochaient dangereusement des habitations. De la musique à présent, je vous propose de savoir quels artistes ont brillé en 2019, quels sont ceux qui ont surpris et ceux qui nous ont déçus. Un grand gagnant s'impose, M. Pokora, qui est d'ailleurs en ce moment même en tournée dans toute la France. Autre constat, les rappeurs occupent toujours autant l'espace. Un bébé pour 2020, un téléfilm à succès sur TF1, Matt Pokora cumule les bonnes nouvelles, côté musique aussi. Dès sa sortie en avril, son album Pyramide, 5 ans après Red et la parenthèse My Way, album de reprise de Claude François, occupe la première place des ventes et signe que Les Planètes, son premier single, était bien aligné, 200 000 exemplaires ont été écoulés. De très bon augure pour sa tournée pharaonique en cours. Et le rap a continué à régner en maître en 2019. Jul a même sorti 3 albums, album gratuit volume 5 sur YouTube en février, Rien sans rien en juin, disque de platine avec 100 000 exemplaires vendus, et C'est pas des lol, début décembre, stratégie tout aussi payante pour Dadju. Poison ou Antidote, son album en 2 parties, s'est écoulé à près de 100 000 exemplaires. De leur côté, les étoiles vagabondes de Nekfeu sont restées accrochées 6 semaines à la première place, totalisant en fin d'année 430 000 exemplaires vendus. Quant au nouveau venu Nino, il a signé le hit de l'été, Elle est bonne sa mère. Autre réussite de cette année, Alain Souchon, avec son titre Âme 50s. La nostalgie, ça a du bon, surtout fredonné par le septuagénaire à l'allure juvénile, qui à peine son album dans les bacs en octobre, a commencé sa tournée. Jean-Baptiste Guégan, avec son album Puisque c'est écrit, a également marqué les esprits. Après avoir gagné la France un incroyable talent en 2018, le sosie vocal de Johnny Hallyday a transformé l'essai avec des chansons signées Michel Mallory, une très grande poésie. Enfin, un duo, un véritable binôme, Slimane et Vita, alias Versus,
Après avoir écrit et composé l'album, ils ont appelé Amel Ben, Camélia Jordana et Kenji Girac à leur côté. Les titres Ça va ça vient et Avant toi sont déjà des tubes. Et puis eux par contre nous ont déçus. Patrick Bruel tout d'abord, avec son dernier album Ce soir on sort, alors que sa tournée qui célébrait 30 ans de Bruel Mania s'annonçait triomphale, le fait qu'il soit accusé d'éventuelles agressions sexuelles est venu gâcher la fête. Autre grande déception aussi du côté de l'actuel coach de The Voice, Lara Fabian, avec son dernier album Papillon. Si la chanteuse a vendu 13 millions d'albums en près de 30 ans, ce dernier sorti en avril est sans surprise. Et en novembre, elle a même dû annuler des concerts pour raison de santé. Et puis, grosse déception outre-Atlantique, Madonna avec son dernier album Madame X, avec moins de 30 000 exemplaires vendus. Ce dernier opus a fait un flop en France et la prestation mauvaise de la reine de la pop à l'Eurovision n'a pas arrangé son image. Et pour notre photo de la semaine, direction les Champs-Élysées à Paris, où le passage en 2020 s'est fait dans une ambiance pour le monde a basculé en 2020 avec les 12 coups de minuit salués par une foule nombreuse et festive. À Paris, environ 300 000 personnes se sont rassemblées sur la plus belle avenue du monde pour célébrer l'année nouvelle. L'Arc de Triomphe, monument emblématique de la capitale situé au bout de l'avenue des Champs-Élysées, a offert un spectacle son et lumière avant un feu d'artifice tiré juste après minuit. Un événement monté par la ville de Paris pour un budget de 462 000 euros. Et c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.